Salut les bivouaqueurs, j'espère que vous allez bien. Alors chose promise, chose due, et aujourd'hui on va démarrer cette fameuse nouvelle série de vidéos que je vous avais promis sur l'orientation en randonnée sans GPS, comment s'orienter à l'aide d'une carte et d'une boussole. Alors vous le savez bien sûr, hein, le GPS c'est l'outil le plus pratique du randonneur puisqu'il permet de connaître sa position quasiment instantanément et de la manière la plus simple qui soit, hein, puisqu'il suffit d'appuyer tout bêtement sur un bouton. On a toutes et tous sur nos smartphones un logiciel de cartographie qu'on utilise lorsqu'on part randonner dans la nature. Alors le problème justement avec ça, c'est qu'on est tenté, et moi le premier bien entendu, hein, à utiliser systématiquement cette technologie pour s'orienter, et on oublie à quel point ça peut être important de savoir lire une carte topographique, on finit par oublier à quel point ça peut être important de savoir utiliser une boussole pour connaître la direction à emprunter. À utiliser systématiquement son smartphone, son GPS pour s'orienter, on se rend très dépendant de la technologie et de fait on devient très vulnérable. Même si on a fait d'énormes progrès en termes de fiabilité au niveau de l'électronique, on n'est jamais à l'abri d'une panne, d'une casse ou bien d'égarer son smartphone. Et si jamais ça arrive dans la randonnée, comment fait-on pour trouver son chemin? Toujours avoir sur soi une carte papier et une boussole, mais surtout être capable de les comprendre et de s'en servir, va vous garantir de toujours savoir où aller et surtout de ne pas vous perdre. Il y aura donc 3 épisodes dans cette mini-série consacrée à l'orientation sans GPS. Dans le premier épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur la carte topographique, de quels éléments elle se compose, apprendre à bien connaître la symbologie pour bien la comprendre et surtout être capable de faire la concordance entre la carte et le terrain et vice-versa. Dans le deuxième volet de cette mini-série, nous verrons comment utiliser la carte topographique en conjonction avec une boussole et surtout dans quel scénario la boussole va nous servir. Et enfin, je ferai un troisième et dernier volet, mais sur le terrain cette fois-ci, pour mettre en pratique tout ce qu'on aura vu dans les 2 premiers épisodes et pour illustrer concrètement l'utilisation d'une carte et d'une boussole. Alors je vous le disais, dans ce premier volet, on va s'attarder sur la carte et surtout sur sa lecture. Alors il faut savoir que pour toutes les activités où on va évoluer principalement à pied, bien entendu, on va avoir besoin de cartes suffisamment précises pour pouvoir s'orienter efficacement sur le terrain. C'est pour ça que je vais uniquement parler d'un seul type de carte dans cette vidéo. Il s'agira des cartes au 1,25 millième éditées par l'IGN. L'IGN, c'est l'Institut de géographie nationale. Alors ce sont des cartes qui sont assez précises puisque 1,25 millième, ça veut dire tout simplement que 1 cm sur la carte représente 250 mètres sur le terrain. Donc vous pouvez imaginer qu'on a une précision quand même assez importante qui va nous permettre de nous orienter efficacement lorsqu'on évoluera à pied. Petite remarque quand même assez importante, il existe 2 versions de cartes au 1,25 millième éditées par l'IGN. Vous avez la série bleue, la série classique, et puis plus récemment, la série Top 25 qui va contenir en plus des informations touristiques pour les sites qui sont les plus fréquentés. Alors il faut savoir que les symboles utilisés sur ces cartes, par exemple pour illustrer les chemins, les pistes, les sentiers, peuvent être différents en fonction de la carte que vous utilisez. Donc gardez bien ça à l'esprit lorsque vous allez utiliser votre carte sur le terrain. Si vous avez l'habitude par exemple d'utiliser des séries Top 25 et que la version que vous avez c'est une série bleue, il se peut que le chemin soit illustré de manière différente. Donc ça, il faut quand même le garder à l'esprit. Alors comme on va utiliser la carte pour s'orienter et se déplacer sur le terrain, il est bien entendu très important d'identifier correctement les informations qui vont vous servir. Je prends comme exemple les voies de circulation. Alors là, vous avez, pour vous illustrer l'exemple, la légende d'une carte topographique au 1,25 millième. Alors je vais utiliser la loupe de la boussole pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je vous montre à l'écran. Mais vous pouvez voir qu'ici, entre les routes principales qui sont symbolisées généralement par des traits rouges et des traits noirs, ici, et les sentiers, les chemins d'exploitation qui, eux, sont symbolisés par des traits uniques, ici, que vous pouvez voir, qui peuvent être même continus, ou en pointillé si le sentier n'est pas entretenu, il y a une grosse différence effectivement en termes de symboles. Donc être capable d'identifier les principales voies de communication, les routes principales, les routes secondaires, les chemins d'exploitation, les sentiers, les routes régulièrement entretenues, etc., va vous permettre de savoir rapidement, quand vous allez voir la carte, sur quel type de voie de circulation vous vous trouvez. Alors il va falloir également être en mesure d'identifier la nature du terrain sur lequel vous allez évoluer en lisant votre carte topographique. Alors pour simplifier les choses, là l'IGN a mis en place un code couleur. En gros, pour résumer, vous avez le vert qui va concerner tout ce qui est végétation. Si vous avez du vert sur votre carte, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait une forêt, des champs, des cultures. Si vous avez du bleu, le bleu, ça va concerner logiquement tout ce qui est lié à l'eau. Vous pouvez avoir des lacs, des cours d'eau, des rivières. Tout ce qui est symbolisé par la couleur bleue, ça va être l'eau sur la carte topographique. L'orange, le marron, lui, va concerner principalement le relief. On va en parler dans un instant en détail. Et puis le noir, ça va être la couleur la plus utilisée sur une carte topographique puisqu'elle va concerner, pour résumer,
toutes les infrastructures créées par l'homme, hein, ça peut être les voies de circulation, on en parlait juste avant, mais aussi les villages, les bâtiments, les pylônes électriques par exemple, et puis également toutes les informations qui vont être notées sur votre carte, comme par exemple les noms des communes, les sommets des massifs, hein, toutes les informations que vous allez avoir, ça va être inscrit en couleur noire. Alors pour illustrer rapidement ce que je viens de vous expliquer, ici un exemple de carte topographique où vous avez justement réuni tous les codes couleurs que je viens de vous détailler. Vous avez ici dans le coin supérieur gauche du vert qui va symboliser de la forêt. On a également donc des parties beaucoup plus claires de couleur orange, marron. Alors on va en reparler plus en détail dans un instant, mais ça va symboliser le relief, les pentes, les combles, les crêtes, etc. Vous avez ici des petites taches bleues qui vont symboliser de l'eau. Là, en l'occurrence, ce sont des lacs qui sont inscrits, symbolisés sur la carte, qu'on va retrouver après sur le terrain lorsqu'on fera notre concordance de carte terrain. Et puis la couleur noire que l'on retrouve un petit peu partout, notamment pour tout ce qui est information. Ici, vous avez donc le sommet, le mont Giraud, la tête des Gours. On a également, vous voyez, des chiffres qui apparaissent, on va en parler également dans un instant, va être inscrit de couleur noire et c'est la couleur qu'on va retrouver le plus sur une carte topographique. Alors il existe sur les cartes topographiques un type d'information qui va vous être super utile pour pouvoir vous orienter de manière efficace sur le terrain et surtout pour savoir quelle direction vous allez devoir emprunter. Il s'agit bien entendu du relief. Alors je vous le disais, sur les cartes topographiques, le relief est symbolisé par la couleur orange-marron, mais surtout il est symbolisé par des courbes de niveau. Alors qu'est-ce qu'une courbe de niveau? Imaginez par exemple un gâteau, d'accord, avec une surface inégale, et imaginez maintenant que ce gâteau vous le découpiez à l'horizontale dans de grandes tranches d'épaisseur identique. Chaque tranche aura une altitude précise, et chaque distance entre ces tranches sera toujours la même. Et bien les courbes de niveau sur le terrain, c'est exactement pareil. Il faut imaginer qu'on a découpé virtuellement le terrain, d'accord, et puis que pour chaque tranche, on a une altitude précise. En fait, une courbe de niveau, c'est tout simplement une ligne imaginaire qui va relier entre elles tous les points qui vont être situés à la même altitude. En gros, quand vous êtes sur une courbe de niveau, vous ne montez pas, vous ne descendez pas, vous restez toujours à la même altitude. Alors je vais vous montrer maintenant sur la carte ce que je viens de vous expliquer, ces fameuses courbes de niveau, là on les voit très bien ici, ces fameuses lignes de couleur orange-marron qui vont, comme je vous le disais, virtuellement découper le terrain à une altitude donnée. Alors il faut savoir que sur les cartes IGN au 1/25 millième, ces lignes sont toutes espacées de manière égale. C'est ce qu'on appelle l'équidistance. Pour information, chaque courbe va être espacée de 10 mètres de l'autre. Donc entre chaque courbe, vous aurez toujours 10 mètres. À partir de là, on comprend que plus ces courbes sont dessinées proches les unes des autres, comme ici dans notre exemple à gauche, plus l'inclinaison de la pente va être élevée, plus ça va être raide. Et inversement, plus ces courbes vont être espacées les unes des autres, comme ici à droite, et plus l'inclinaison sera faible. Alors ça peut être utile aussi pour savoir justement si ça va être raide ou pas, pour savoir si vous allez pouvoir bivouaquer, si vous voyez des lignes comme ceci, très certainement vous allez vous dire c'est pas possible de planter l'abri ici. Par contre ici il y a de fortes chances pour que je trouve un petit coin plat. Donc ça c'est des informations très importantes. La façon dont les courbes vont être espacées ou resserrées va vous donner une indication sur le degré d'inclinaison de la pente. Alors ça c'est très utile. Maintenant comment faire pour savoir si ça monte ou si ça descend? Parce que là on sait effectivement que c'est raide, mais on ne sait pas si c'est raide en descente ou en montée. Et bien il y a une indication qui est très simple en fait, et très pratique sur les cartes IGN, ce sont les valeurs d'altitude. La valeur 2628 mètres, vous savez que là où mon stylo pointe, on est à 2628 mètres, et sur les courbes également, vous avez des points d'altitude. Il faut savoir que toutes les 5 courbes, vous avez ce qu'on appelle une courbe maîtresse, c'est une courbe sur laquelle va figurer justement une valeur d'altitude. Ici, vous en avez une également. Alors, comment faire pour savoir si ça monte ou si ça descend, justement? Eh bien, on va se référer à ces valeurs, à ces chiffres. Il faut savoir que le haut des chiffres est toujours orienté vers le haut de la pente. Là, en l'occurrence, mon chiffre, mon nombre 2450, le haut du chiffre est orienté par là. Donc, je sais que si je vais dans ce sens-là, d'ici à là, je vais monter. Inversement, si je pars de là pour descendre, pour arriver là, je vais descendre en fait. La pente va descendre dans ce sens-là, va monter dans ce sens-là. Connaître le sens de la pente en utilisant les valeurs d'altitude, les chiffres, ça c'est une indication qui est très pratique, ça vous permet de savoir directement si ça monte ou si ça descend en fonction de la direction que vous allez emprunter. Maintenant que vous savez lire le relief sur une carte, vous allez être capable d'y trouver des points de repère identifiés sur le terrain, comme par exemple un sommet, un lac ou une combe. Cette concordance carte-terrain, c'est vraiment la base de l'orientation. En sélectionnant des indices sur le terrain et en étant capable de les identifier clairement sur la carte, vous allez pouvoir être en mesure de savoir précisément où vous vous situez.
Alors pour travailler efficacement cette concordance carte-terrain, on va utiliser ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on va partir du plus lointain, du général, et puis on va aller progressivement comme ça au plus précis, au plus proche. Dans quel massif on se trouve, sur quelle montagne, sur quelle pente, quel sentier, etc., etc. Alors bien entendu, la nature du terrain dans lequel on va évoluer, ça va conditionner énormément la manière dont on va hiérarchiser les informations. Par exemple, si on évolue en plaine ou sur du plat, les courbes de niveau ou les informations liées au relief, elles ne vont pas nous être très utiles. A l'inverse, si on évolue en moyenne ou en haute montagne, la nature du relief va nous donner une indication très précise pour pouvoir nous situer. Alors il y a un moment où vous allez vous poser la question de savoir comment orienter votre carte correctement sur le terrain. Alors il faut savoir que sur les cartes IGN topographiques, le nord est toujours affiché en haut de la carte. Maintenant, si vous cherchez simplement à faire une concordance carte-terrain, une boussole sera loin d'être indispensable. Il vous suffira simplement de faire concorder les points de repère trouvés sur le terrain avec les symboles topographiques trouvés sur la carte, et ça permettra de définir la direction à prendre de manière quasi intuitive. Alors attention, il ne faut pas oublier que certaines informations présentes sur la carte peuvent évoluer au fil du temps. Entre le moment où la carte est imprimée et celui où vous allez l'utiliser sur le terrain, il peut se passer un laps de temps plus ou moins important. C'est un facteur à prendre en compte lorsque vous allez faire votre travail de relation carte-terrain. Les informations que vous allez lire sur la carte ne seront peut-être plus présentes sur le terrain au moment où vous y trouverez. Je pense notamment aux voies de circulation ou aux infrastructures. Ce sont des éléments qui sont susceptibles de changer avec le temps. A l'inverse, il y a certains éléments qui, eux, sont peu susceptibles d'être modifiés. Je pense notamment au relief ou au cours d'eau. Donc ce sont des éléments sur lesquels il va falloir principalement se fier. Vous l'aurez compris, il est donc essentiel d'apprendre à décrypter la lecture d'une carte topographique, de travailler constamment cette relation carte-terrain, car juste avec un petit bout de papier, sans nécessairement avoir de boussole, vous serez capable de connaître votre position et vous serez à terme en mesure de savoir quelle direction emprunter. Entraînez-vous à reconnaître les différents types de voies de circulation présentes sur la carte, mais aussi les symboles représentant les indices sur le terrain, comme un éboulis, une ruine, un pylône, parce que bien connaître ces symboles va vous faciliter grandement ce travail de concordance carte-terrain. Une fois que vous aurez correctement assimilé cette analyse, que vous maîtriserez la lecture de la symbologie, du relief sur la carte, vous serez alors capable d'utiliser les indices présents sur la carte pour anticiper les endroits où vous allez passer. En comprenant que 500 mètres plus loin, vous allez tomber à un carrefour et qu'à gauche de ce carrefour, vous devriez voir la pente se redresser avec le sommet d'une colline, vous serez certain d'être toujours dans la bonne direction. Dernier conseil, pour que ce travail carte-terrain soit le plus efficace possible, ayez toujours votre carte à portée de main pour être en mesure d'y jeter un œil quand vous le souhaitez et de vérifier les infos. Moi, je vous conseille de prendre un petit ziploc et de mettre votre carte à l'intérieur et de le porter autour du cou. Ce sera toujours plus léger qu'un porte-carte traditionnel et vous aurez toujours la possibilité de vérifier que ce que vous rencontrez sur le terrain figure également sur la carte. Voilà, ce premier volet sur l'orientation en randonnée sans GPS est maintenant terminé. J'espère que vous aurez compris l'importance de la relation carte-terrain et que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre la lecture d'une carte topographique. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et puis si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser encore un pouce bleu et à la partager, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très rapidement pour le deuxième épisode où je vous expliquerai l'utilisation de la carte cette fois-ci avec une boussole, comment relever un azimut sur le terrain, comment relever un azimut sur la carte pour pouvoir se situer et prendre une direction de manière encore plus précise. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!